Regardez cette épine, elle est pointue comme une aiguille. Elle injecte également du venin qui paralyse les muscles et qui peut arrêter le cœur d'un être humain. Regardez cette queue, elle est assez puissante pour tuer une orque et même un requin. Il faut absolument rester aussi loin que possible de cet animal. Pourtant, sur cette île vit un homme qui s'est lié d'amitié avec ces dangereuses créatures. Keith Cooper est agent touristique sur l'île de Grand Bahama, mais il est plus connu des habitants sous le nom de l'homme qui murmure à l'oreille des raies. Keith travaille avec des raies depuis plus de 12 ans et il en est devenu si proche qu'il a même développé une relation personnelle avec plusieurs d'entre elles. Regardez ça, il n'a pas peur de toucher une raie par la queue. Keith est affirmatif, il n'existe pas de formule magique pour se faire aimer des raies. Selon lui, les raies ont une excellente mémoire et au fil du temps, elles ont tout simplement appris à se sentir en sécurité en sa présence. Keith a même donné un nom à certaines d'entre elles, Hugger, Big Mama, Dark Chocolate, Scarface, Lunatic et autres. Je sais pas vraiment comment les différencier, mais je pense que celle-ci doit être Lunatic et celle-là Hugger. Mais alors, certains animaux mortels peuvent vraiment devenir nos amis ? Les enfants ont tendance à bien s'entendre avec les animaux, mais le plus souvent, il s'agit de chats et de chiens, ou à la limite d'un hamster. Joël, lui, s'est trouvé un ami très inhabituel, une raie. Joël vit aux îles Canaries, dans le ville de Valley Grande Ray. Vous voyez cette île au large du Sahara occidental ? C'est elle. Dans le village de Joël, de nombreux pêcheurs passent leur journée à pêcher près du port. Ils rejettent souvent à l'eau, dans ce même port, les prises non désirées. Comme vous pouvez l'imaginer, ça attire une grande variété de créatures marines, dont des raies géantes. Et Joël s'est lié d'amitié avec une de ces raies. Chaque matin, le garçon se rend dans l'eau pour lui dire bonjour. Il s'approche de l'eau, il y plonge les mains, et lorsque la raie s'approche, il la caresse affectueusement sur le nez. Des pêcheurs apportent des crevettes à Joël, qui les donne à manger à la raie. Regardez cette photo, on voit très clairement comment le garçon soulève la cape de la raie pour introduire la nourriture dans sa bouche. Le plus impressionnant, c'est pas le fait qu'il la nourrisse, c'est surtout le calme dont fait preuve Joël. Il est important de rappeler que les raies ne sont agressives que lorsqu'elles perçoivent un danger, et qu'en temps normal, elles sont connues pour être assez dociles. On peut donc se demander ce qui pousserait une raie à interpréter une situation comme menaçante. On sait que les raies aiment bien être caressées. Chaque année, environ 400 000 visiteurs visitent l'exposition Stingray Touch de l'aquarium Shed, où ils peuvent plonger leurs mains dans un bassin peu profond et sentir la texture unique de ces animaux. Cette exposition, qui a ouvert ses portes en 2013, est très populaire, mais elle a vivement été critiquée par les défenseurs des animaux. Certes, c'est agréable pour les gens de sentir le dos rugueux des raies, mais qu'en pensent les raies elles-mêmes ? Des scientifiques ont décidé de se pencher sur la question. Ils ont mené une étude sur près de 60 raies qui a révélé que les animaux ne ressentent aucune souffrance lors de ces interactions. Il est même possible qu'ils apprécient ce contact. Un expert a d'ailleurs déclaré que les raies s'approchent volontairement des visiteurs pour se faire masser le dos. En fait, les raies connaissent bien le concept d'amitié. Les raies manta nagent généralement seules, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'apprécient pas la compagnie. Des scientifiques qui étudient les raies en Indonésie depuis 5 ans ont découvert que les raies manta sont des animaux très sociables. En particulier, les raies manta de récif sont connues pour se rassembler afin de s'alimenter et de se nettoyer. L'une des raisons possibles est qu'elles sont attirées les unes par les autres. Selon les chercheurs qui ont observé plus de 500 groupes de raies manta, non seulement elles établissent des liens sociaux étroits, mais elles rejoignent un groupe en fonction des individus qui le composent. En d'autres termes, ces animaux ne se contentent pas de rester ensemble, ils font un choix conscient en rejoignant par exemple un groupe où se trouve déjà un de leurs amis. Et ces liens sociaux peuvent durer des mois. Ils sont particulièrement évidents entre femelles et au sein des couples, bien que les jeunes mâles apprécient aussi la compagnie de leurs camarades. Vous savez qui d'autre aime bien se faire des amis ? Étrangement, les requins. Les requins et les raies sont de proches parents. En un sens, les raies peuvent même être considérées comme des requins plats. Ça veut dire que même des requins peuvent s'entendre avec des humains ? Tout à fait. Imaginez une plongeuse vêtue d'une combinaison évoquant une cotte de maille et qui plonge son bras presque jusqu'au coude dans la gueule d'un requin. Et le requin y reste indifférent. Au bout d'un moment, la plongeuse retire son bras en tenant dans la main un hameçon. Le requin s'éloigne à la nage, mais il revient plus tard et il s'allonge sur les genoux de la plongeuse, comme pour lui faire un câlin. Ça semble tout droit sorti d'un dessin animé Disney.
Voici Christina Zenato, elle va vous prouver que développer une telle relation avec un requin est tout à fait possible. Christina a consacré sa vie à la recherche sur les requins aux Bahamas. Depuis 1994, elle est dans l'eau tous les jours aux côtés des requins. Christina a même été qualifiée de femme qui chuchote à l'oreille des requins. Oui, on voit beaucoup de chuchoteurs aujourd'hui. Mais là encore, ça n'a rien de magique. Pendant toutes ces années, cette femme a non seulement communiqué avec des requins, mais elle les a aussi aidés. Au cours de sa carrière, Christina a notamment retiré environ 300 hameçons de la gueule de différents requins. La plupart du temps, ces hameçons ne constituent pas un vrai danger pour les requins, mais ils leur causent de l'inconfort et de la douleur. Regardez un peu la collection que Christina a rassemblée au fil des ans. Chacun de ces hameçons a été un jour coincé dans la gueule d'un requin. Ce qui est intéressant, c'est que les requins semblent guetter le moment où Christina les débarrassera de leurs hameçons. La plongeuse peut nager avec les prédateurs pendant 40 minutes, mais dès qu'elle extrait un premier hameçon, les autres requins s'approchent d'elle aussitôt. C'est tout juste s'ils ne font pas la queue. Christina porte cette cotte de maille par précaution. Avec un travail comme le sien, elle ne peut pas se permettre d'avoir peur. Regardez-la mettre sa main directement dans la gueule du requin. Malgré son apparence, la cotte de maille est lisse au toucher et elle n'égratigne pas la peau des requins. Le contact de la cotte de maille serait même plus agréable que celui des mains nues. Pour les prédateurs, c'est un peu comme un gommage ou un gant de toilette dur. Cette vidéo montre clairement le requin posant sa tête sur le genou de Christina et n'ayant aucune intention de s'éloigner. Comme un chat qui attend qu'on le gratte derrière l'oreille. On voit même ce requin fermer les yeux de plaisir. S'il pouvait ronronner, il le ferait sûrement. Mais d'autres poissons peuvent être tout aussi amicaux. Yoriko, cette créature à l'allure peu engageante, est un labre à tête de mouton. Il y a une trentaine d'années, elle a rencontré un plongeur nommé Hiroyuki Arakawa, alors qu'il supervisait la construction de la porte sous-marine d'un temple shintoïste à 17 mètres sous la surface de la baie. Depuis, l'amitié entre l'homme et le poisson, aussi bizarre que ça puisse paraître, n'a fait que se renforcer. Au cours d'une plongée, Arakawa a remarqué que la bouche de Yoriko était très abîmée. Malgré ça, le poisson a nagé jusqu'à lui pour le saluer. Conscient que Yoriko ne pourrait pas se nourrir seule, Arakawa a passé les 10 jours suivants à la nourrir avec la chair de crabe qu'il avait pêchée sur place. Heureusement, Yoriko s'est vite remise de ses blessures, et depuis, il semble qu'elle montre encore plus d'affection envers le plongeur. Vous savez comment c'est, quand quelqu'un nous nourrit, on lui en est forcément reconnaissant. Si on parlait d'un animal moins humide, Sazan Amir photographie des félins depuis plusieurs années et ils sont devenus si proches que de nombreux prédateurs aiment se blottir contre lui. Et ils n'ont pas l'air de vouloir dévorer leurs coussins humains. D'après le photographe, il lui a fallu beaucoup de patience et de temps pour établir ces liens. Mais maintenant, les guépards et les jaguars l'aiment tellement qu'ils viennent même le lécher. Bon, ils n'ont peut-être pas complètement renoncé à l'idée de le manger. Regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est proche de ce guépard? J'oserais peut-être le faire avec notre chat, mais seulement parce qu'il ne risque pas de me manger. Puisque les grands félins se comportent comme des chats, est-ce qu'il serait possible de les domestiquer comme leurs cousins? Eh bien, c'est pas si simple. On croit souvent que l'homme a domestiqué les chats et les chiens, mais en réalité, dans le cas des chats, il ne s'agissait pas vraiment de domestication active. C'est plutôt les chats qui ont décidé d'être domestiqués. Il y a environ 8000 ans, ou 12 000 selon d'autres sources, ils ont commencé à passer beaucoup de temps à proximité des campements humains, mangeant des restes et chassant des souris. Les souris étaient également attirées par nos habitations car il était facile d'y trouver de la nourriture. Mais et les grands félins alors? La domestication est un lent processus qui s'applique non pas à un individu mais à une espèce entière. Ça veut dire qu'il est impossible de domestiquer un grand félin, qu'il s'agisse d'un lion, d'un tigre ou d'un puma. Mais un groupe de lions, de tigres ou de pumas pourrait être domestiqué après plusieurs générations d'élevage sélectif. Vous me suivez? Plusieurs générations, c'est beaucoup de temps. Cela dit, les humains peuvent aussi se lier d'amitié avec un animal moins dangereux, voire même plusieurs, comme un troupeau de cerfs mulets par exemple. Pour explorer cette histoire, rendons-nous dans les montagnes de Wind River dans le Wyoming. Cette zone sert d'aire d'hivernage à un grand troupeau de cerfs mulets. Joe Hutto, un artiste et naturaliste, possède un ranch dans la région, ce qui lui a donné l'occasion unique de se lier d'amitié avec le troupeau local.
Sa relation avec les cerfs a commencé par une rencontre fortuite avec un jeune mâle qui s'est intéressé à lui et qui a compris que Joe n'était pas une menace. L'homme se souvient, il m'a fait un signe de tête, j'ai regardé ailleurs et j'ai fait un signe de tête à mon tour, puis il a refait le même geste. Je vais noter ça, si jamais je rencontre un cerf, je le saluerai d'un signe de tête. Par la suite, Joe a suivi le troupeau tous les jours pendant 2 ans avant d'observer les premiers signes de confiance de leur part. Ça a été un long processus, mais finalement l'homme a été autorisé à se déplacer au sein du troupeau, où plus personne ne prête attention à lui. Joe est devenu un membre de la famille. Regardez ça, c'est ainsi qu'un animal exprime son plus haut degré de confiance. Et on peut pas soupçonner des cerfs de lécher leur ami parce qu'ils comptent le manger plus tard. Vous avez vu ces bois? Ils sont assez gros pour blesser gravement quelqu'un. Pourtant, Joe se sent parfaitement en sécurité. Hélas, lorsque les animaux s'habituent aux humains, ça peut avoir de graves conséquences. Il y a 10 ans, un incident désagréable s'est produit dans le parc national des monts Great Smoky. Un élan a attaqué un photographe. Les témoins de l'incident ont pris des photos assez spectaculaires, mais c'est pas le sujet. L'élan a attaqué le photographe qui était assis, mais l'homme a réussi à rester calme malgré la situation. De plus, il a très bien réagi. Il s'est assis, il s'est montré soumis, il n'a pas résisté ni montré d'agressivité, en espérant que l'élan se désintéresserait de lui et s'en irait. Vous voyez ça? C'est une position de soumission, la tête vers le bas, les mains protégeant son visage. Difficile de croire qu'un élan puisse voir un humain comme un rival. Mais l'animal est devenu de plus en plus agité, faisant tomber le chapeau du photographe et lui donnant plusieurs coups de bois à la tête et au cou. Heureusement, ni le photographe ni l'élan n'ont été blessés. Plus tard, le personnel du parc national a pris la décision d'abattre l'élan agressif. Ils ont découvert que l'élan fréquentait cette zone car des visiteurs le nourrissaient, ce qui l'a conduit à associer les gens à la nourriture. À force, il a cessé d'avoir peur des humains et il a commencé à faire preuve d'un comportement exceptionnellement agressif. Hélas, l'abattre s'est avéré être la seule solution. Quelqu'un aurait fini par être blessé. Il y a même des gens qui parviennent à se lier d'amitié avec des ours polaires. Le légendaire pisteur et explorateur Denis Compère étudie une population d'ours près de Churchill dans le Manitoba depuis des dizaines d'années. Il a développé une relation d'amitié avec un ours polaire très spécial que le pisteur a appelé Dancer. Compère a repéré Dancer pour la première fois alors qu'il n'était qu'un petit ourson accompagné de sa mère et il a rapidement tissé des liens avec lui en jouant à cache-cache. Pendant près de 20 ans, Dancer est retourné au même endroit chaque automne, passant parfois plusieurs semaines près du camp. L'homme dit qu'il était toujours très content lorsque l'ours le trouvait. Il adorait passer la tête par la fenêtre du buggy, sentir les odeurs et observer ce que faisait le pisteur. D'ailleurs, une question me vient. Il y a de plus en plus d'humains sur la planète, et il y a aussi pas mal d'animaux prédateurs. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus d'attaques ? D'autant que les humains sont plus lents et plus faibles que la plupart des prédateurs. Qu'est-ce qui empêche tous ces animaux de boulotter tous les singes costumés qu'ils aperçoivent ? Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les prédateurs ne nous attaquent pas plus souvent. Tout d'abord, l'homme est un bipède. Il est passé d'un déplacement sur ses 4 membres à une marche debout sur 2 jambes plus longues. D'autres primates, comme les chimpanzés et les gorilles, se dressent sur leurs pattes arrière pour impressionner leurs adversaires. Prendre du volume est un moyen classique pour un animal d'avoir l'air plus menaçant. Vous voyez ça? Quand il est sur ses pattes arrière, il est plus grand et plus effrayant. Même les pandas roux le font. Pourtant, c'est sans doute l'espèce la moins menaçante qui soit, quelle que soit sa posture. Bref, les prédateurs nous voient debout et ils pensent que les humains sont plus costauds qu'on ne l'est en réalité. Une autre raison pour laquelle les humains sont rarement attaqués par de grands animaux sauvages, c'est qu'il y en a de moins en moins. Depuis des lustres, on fait tout pour éliminer les grands prédateurs tels que les pumas, les loups, les ours, tous les animaux qui pourraient constituer une menace. Même les animaux qui ne devraient pas avoir peur de l'homme ont sans doute appris à se méfier de notre espèce. Les recherches montrent que le simple son d'une voix humaine suffit à effrayer les pumas et d'autres prédateurs plus petits tels que le lynx. Et pas besoin de parler de manière agressive, même un simple « Oh, qu'il est mignon le chaton !» fera l'affaire. Mais même les animaux les plus intelligents et les plus amicaux peuvent être mortels. N'oubliez jamais, et je dis bien jamais, qu'un animal sauvage sera toujours sauvage, même s'il semble très mignon. L'histoire d'un homme appelé Timothy Treadwell illustre à quel point il est important de garder ça à l'esprit. Treadwell était un passionné d'ours, un écologiste et un réalisateur de documentaires américains.
Il a passé 13 étés de sa vie dans le parc national de Katmai en Alaska à étudier les ours bruns. Comme on pouvait s'y attendre, Treadwell considérait les ours comme ses amis, il leur donnait des noms et il n'utilisait aucun équipement de sécurité. Sur cette vidéo, on peut voir Treadwell s'approcher très près d'ours sauvages. La plupart des amateurs d'ours quittent la région en septembre, lorsque l'appétit des ours augmente. Mais en septembre 2003, Treadwell a décidé de rester un peu plus car il n'avait pas encore vu son ours préféré. L'homme a entrepris de camper près d'un sentier très fréquenté par les ours. Il était conscient du danger, mais il était convaincu que les animaux ne lui feraient aucun mal. Après tout, les ours étaient ses amis. Malheureusement, les ours n'étaient pas de cet avis. Tout ce qu'on a retrouvé de Treadwell, c'est les lambeaux de sa tente et des morceaux de corps éparpillés. On n'est jamais trop prudent en présence d'animaux sauvages. A plus.